tous les francophones du monde entier qui sont curieux à propos des derniers faits qui sont passés ici au Brésil et qui ont abouti à l'emprisonnement du ex-président Lula. Moi, je suis Naomi Yamaguchi, je suis brésilienne, c'est évident, on le voit. Et le français, je l'ai pris pendant les 5 années que je suis passée en France, au cadre du doctorat en stratégie des entreprises à HEC Julian Josas, aussi à l'INSEAD et dans une DEA en Interuniversité Paris 10. Mon intérêt avec ce film, c'est de vous proposer une nouvelle version des faits parce que je vois que la média internationale, surtout celle de la gauche, possède le monologue d'un Brésil divisé, d'une justice injuste qui poursuit un euro du peuple. Mais rien n'est plus loin de la vérité que ça. Regardez-vous ces images. Com vocês, o nosso querido e amado Luiz Inácio Lula da Silva. Mais où est le drapeau du Brésil? Quero cumprimentar essa garota bonita, garota militante do PCdoB, o que eu acho motivo de orgulho e uma perspectiva de esperança para esse país. Lula voulait nous transformer dans un pays communiste et ne le cachait pas. Já conseguiu produzir uma revolução como uma revolução cubana que N'importe comment la presse internationale veut illustrer Lula, la vérité c'est qu'il était un projet d'un dictateur qui voulait à travers des plans mirabolants instaurer une hégémonie du pouvoir comme lui-même décrit ici. Uma decisão, primeiro, reaproximar a América do Sul, depois reaproximar a América Latina, depois tentar fazer uma unificação entre a América do Sul e os países africanos, depois fazer uma reunião entre a América do Sul e os países árabes, para que a gente pudesse não permitir que a geopolítica comercial e a geopolítica, fosse dominada apenas pelos Estados Unidos. Saviez-vous qu'avant de devenir le président du Brésil pour 2 mandats, Lula, avec Fidel Castro, ont créé la plus grande organisation de gauche du monde entier. Ils ont rassemblé 170 gouvernements, organisations, partis de gauche du monde entier, même des factions terroristes comme les FARC de la Colombie. Eh oui. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, para conservar o poder. A convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. O que você está mencionando é um pacto ideológico, Sem dúvida. que se sobrepõe ao que seriam os objetivos de Sem um dúvida. Estado ou de um país. Sem dúvida. Na sua análise, o que acontece com a política externa brasileira é que ela obedece a preceitos ideológicos e não aos interesses nacionais. Et connaissez-vous ses compagnons les plus proches, les plus loyaux? Je vous présente José Dirceu. José Dirceu était le bras droit de Lula. C'était son premier choix pour le remplacer à la présidence du Brésil. Et pourtant, quelques jours avant l'annonce de sa candidature, il était emprisonné par la police dans le scandale Mensalão, où est-on prouvé la corruption de plusieurs congressistes qui étaient payés des sommes immenses
pour voter au Congrès selon les désignes de la présidence. Leader des étudiants de gauche, il était emprisonné pour des motifs politiques et fut échangé par l'ambassadeur américain Charles Albrecht, qui était séquestré par un groupe des étudiants au Rio de Janeiro et échangé pour 14 prisonniers communistes. Après sa libération, il est allé en Argentine et après s'est réfugié à Cuba, où il a eu l'entraînement pour la guérilla. Pendant les 6 années qu'il est passé très proche de Fidel Castro et Che Guevara, il a changé sa physionomie à travers de la chirurgie plastique. Après, il est rentré au Brésil en 1975. Il est passé incognito jusqu'à quand il a fondé le Parti des Travailleurs, le PT. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Dirceu, hors du jeu, était remplacé par Dilma. Dilma Rousseff, 2 fois présidente du Brésil, elle vient d'un passé terroriste. Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do teu arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa. Dilma Rousseff, terroriste dans les années 60 et 70, elle répondait par le codinome de Estela, Luisa, Patricia et Wanda. À l'âge de 20 ans, a commencé comme activiste dans l'organisation marxiste politique opéraire, le POLOP. Son mari a pris en otage un avion pour le ramener à Cuba. L'ambassadeur américain était sur l'aéro. Dilma reste au Brésil et participe à l'assassinat du capitaine américain Charles R. Chandler, de plusieurs braquages à bancs et même à la maison du gouverneur de São Paulo. Des centaines d'assassinats et des milliers de blessés sont comptés parmi les actes des groupes terroristes de cette époque. Le gouvernement brésilien à l'époque militaire luttait fièrement contre l'infiltration communiste payée par l'Union soviétique. Et Dilma, emprisonnée par la condamnation en 3 procès en 1970, reste 3 ans en prison. A sua VPR, que ela comandava, é responsável por um carro-bomba lançado ladeira abaixo no QG do 2º Exército em São Paulo, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho e deixou mais outros tantos feridos. E a presidente Dilma Rousseff era comandante da VPR. Mais 15 execuções, a VPR, a VAR Palmares e a Coluna, grupos terroristas esses, a qual Dilma Rousseff integrou. Dans la lutte contre ces groupes terroristes, le gouvernement militaire brésilien est accusé d'avoir torturé et tué centaines de ses participants communistes. Après que les militaires ont retourné le pouvoir politique au peuple de forme pacifique, les terroristes ont été amnistiés et dans leur rôle civil, ils ont continué leur projet de prise de pouvoir pour instaurer le communisme au Brésil. Dans son gouvernement, Dilma a créé la Commission de la vérité pour accuser et condamner les militaires pour des actes de torture et lutte armée contre les révolutionnaires. La Commission de la vérité a condamné le pays à payer des indemnisations à quelques milliers de requêtes, dans un montant aujourd'hui qui arrive à 13,4 milliards de réals et des pensions vitalices des milliers d'euros pour chacun d'entre eux. Lula, Dirceu et Dilma elle-même comptent parmi les indemnisés. O seu pessoal, que na época treinava na Coreia do Norte, treinava na China, treinava em Cuba, recebia dinheiro da União Soviética, eram essas pessoas que estavam aqui dizendo que lutavam por democracia. Uma grande mentira. Como é a sua Comissão da Verdade? Mais il n'y en a pas que ça. Dilma était aussi la présidente du conseil à l'entreprise d'État Petrobras. Justement à l'époque, il y avait plus de vols.
On this Petrobras scandal, you don't deny there was a Petrobras scandal. Não nego. Some might say, given you were the chair for such a long period and then president. Eu devia saber. Some might say you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. En plus, qu'est-ce qu'elle était bête? O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Mais il y a 4 ans, tout a commencé à changer. L'opération Lavage Express était formée par la police fédérale sur la juridiction du juge Sergio Moro. L'opération Lavage Express a dénoncé et emprisonné des dizaines des hommes politiques, des entrepreneurs qui ont vidé les coffres des plus grandes entreprises de l'État du Brésil. Et dans l'opération Lavage Express, Lula a été mentionné comme l'ultime bénéficiaire, le grand patron 186 fois. Dans un premier moment, l'opération Lavage Express a réussi à lier Lula au système de corruption par un appartement de 3 étages à la plage, un triplex au Guarujá, en échange des faveurs qu'il aurait fait à la OAS, une entreprise menée par Léo Pinheiro qui confirme à la justice que le triplex était un paiement de facilitation pour l'interférence de Lula et son parti, le Partido dos Trabalhadores, le PT, dans des gros contrats de construction civile pour son entreprise, la OAS, avec le gouvernement brésilien. Malgré le fait que Lula et ses compagnons affirment qu'il n'y a eu pas de preuves, on a eu des images de sa visite à l'appartement en construction, plusieurs visites de sa femme, même avec son fils Lulinha, les conditions données par sa femme pour la décoration de la cuisine, même la demande d'un ascenseur privé pour l'appartement de 3 étages. Dans un premier moment, Lula a été condamné par le juge Sergio Moro à 9 ans de prison. La décision du juge Sergio Moro a été immédiatement amenée à la 2e instance pour qu'un collège de 3 juges fédéraux puisse confirmer ou révertir la sentence. Non seulement ils ont confirmé la sentence, comme ils ont augmenté la sentence de 9 ans à 12 ans et 1 mois de prison. Selon l'interprétation de la Cour suprême l'année dernière, le condamné en 2e instance doit être immédiatement emprisonné. Pour éviter l'emprisonnement immédiat, les avocats de Lula ont appelé à la 3e instance, soit le tribunal supérieur, qui leur a donné un sauf-conduit pour rester libre en attendant le jugement dans les instances supérieures. Mais le habeas corpus, dans la 3e instance, lui était refusé par 5-0. Désespérés, les avocats de Lula ont fait appel à la Cour suprême, la dernière instance. En comptant avec le fait que la plupart des 11 juges de la Cour suprême étaient nommés directement par Lula et Dilma, les avocats avaient l'espoir d'avoir la majorité dans la votation. Leur stratégie, c'était de gagner le temps, que des dizaines de recours juridiques pouvaient être empêtrés dans la loi brésilienne, pour que le jugement de Lula durait des années e pourrait même arriver à la prescription. O Supremo Tribunal Federal não funciona aqui como uma nova instância de julgamento, porque depois da condenação em 2º grau, já não é mais possível discutir nem a autoria, nem a materialidade. Portanto, se alguém foi condenado em 2º grau, é porque o Estado estabeleceu uma certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato.
O que se vai discutir no Superior Tribunal de Justiça são questões de legalidade e o que se vai discutir no Supremo são questões de constitucionalidade. O que nós estamos analisando aqui é um habeas corpus impetrado contra uma decisão em cumprimento da orientação do Supremo Tribunal Federal. A resposta é cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal não é, por evidente, cometer ilegalidade e, menos ainda, abuso de poder. Et par 6-5, Lula a encore une fois perdu. Yes! Ouf! Et quelques heures après, les juges de la 12e instance ont envoyé l'autorisation, la demande pour que le juge Sergio Moro emprisonne Lula. Gentiment, le juge Sergio Moro a fait un rendez-vous avec Lula pour qu'il se présente à Curitiba le lendemain à 17h. Mais Lula a fait un théâtre de son emprisonnement, comme ça serait quelque chose de politique. Il s'est livré finalement plus de 24 heures après le rendez-vous marqué. Finalement, il était mené à Curitiba, où se place le juge Sergio Moro, et ceci sont quelques scènes de son arrivée. E nesse momento, você vê aí ao vivo a chegada ao L ponto aqui na Polícia Federal. Je voudrais vous montrer ces images parce que j'en suis sûre que la presse internationale dira que ce sont des supporters de Lula. Mais non, ce sont des vrais Brésiliens qui célèbrent avec des feux d'artifice la fin de l'impunité des hommes du pouvoir. C'est pour nous un moment historique. Cette condamnation, ce n'est que le départ. Saviez-vous, Lula, il y a encore plusieurs autres procès dans son dos. Sa peine peut monter à plus de 100 ans. J'ai encore l'espoir que nous aurions du temps pour récupérer le Brésil, d'effacer les dégâts qu'une organisation criminelle lidérée par un homme lâche, fier de son propre ignorance, ont amené à un Brésil que aujourd'hui ne croit plus à la valeur de la connaissance. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Certainement, la média internationale va vous vendre l'histoire de la extrême droite qui monte ici au Brésil. Mais cela n'est pas vrai. Jair Messias Bolsonaro est un des peu hommes politiques qui ont été pas ramassés par la vague de corruption après 30 ans de vie publique. E cela, c'est très séducteur pour nous. Nós estamos aqui para falar com um homem que pode, em 1º de janeiro, presidir o Brasil. E nós queremos conhecer as ideias de Jair Bolsonaro. O eleitor, a população entendem em Jair Bolsonaro a figura do anti-Lula. Eu não sou anti-Lula desde agora. Desde 70 eu entrei na luta armada ao lado do Exército com 15 anos de idade, combatendo pessoas, muitas que hoje estão no governo. Então eu sou contra essas ideias desde há muito. Não é contra o Lula, é contra as ideias. Ideologia de gênero, um comércio exterior aqui voltado pelo viés ideológico, uma política complacente em combate à violência, ao Estado cada vez mais dominando as ações de quem quer trabalhar, um Estado que não se preocupa com o seu futuro. É um país, você pode ver, o Brasil no governo Dilma, um caso marcante, ficamos mais de um ano sem o embaixador de Israel, porque não interessava para o governo do PT aquele embaixador indicado pelo Estado de Israel. Essa é a política que
esse pessoal vem fazendo ao longo de muito tempo. Sou contra isso. Sou contra a forma como os médicos cubanos estão aqui dentro, além de nós financiarmos a ditadura cubana com 1.300 bilhões por ano. Não temos qualquer comprovação que essas pessoas sejam realmente profissionais da saúde, tá? O governo que prega o caos, um governo que se vitimiza o tempo todo, está muito preocupado em doutrinação, em escolas e não com conhecimento. É um governo que, apesar de ter gastado mais com educação, nós evoluímos nesse quesito. Basta vermos aqui o que aconteceu nas últimas provas do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação de estudantes, onde nós ocupamos os últimos lugares. É um país do caos, onde o bandido passa a ter retaguarda jurídica e o policial civil e militar não. Maintenant, on rassemble des hommes et des femmes de droite qui ont la fierté de dire que leur drapeau est jaune, vert, bleu et blanc. Et on effacera toutes les taches rouges qui ont été posées sur lui depuis les dernières décennies. Et moi, Naomi Grace Yamaguchi, je ne ferai partie. Naomi Yamaguchi, pessoa maravilhosa, paulista como eu, em nome dela.